Imagine que vous arrivez d'un long voyage de 3 jours dans une auberge où un groupe de déesses Fura s'occupe de vous avec pour seul objectif de vous faire passer un bon moment. C'est l'histoire de Yuzu, une jeune kitsune innocente qui a été élevée dans les montagnes, loin du bruit et des exigences du monde moderne. Nous sommes dans un monde magique semblable au Japon ancien, où humains et créatures spirituelles cohabitent en harmonie, chacun dédié à ses devoirs. Yuzu, submergée par la ville, ressent la pression de s'adapter, mais sa tutrice, Dikuni, lui conseille de garder son calme et la guide. Elle traverse un champ de cerisiers que Yuzu contemple avec émerveillement. Cependant, leur promenade touche à sa fin car elles arrivent à l'auberge Konohanaté, un endroit mystique où Yuzu commencera à travailler. À son arrivée, elle est accueillie par la propriétaire, une kitsune intimidante qui observe Yuzu avec curiosité et scepticisme. Cependant, leur promenade doit toucher à sa fin car elles arrivent à leur destination, l'auberge Konohanaté, un endroit mystique où Yuzu commencera à travailler. À son arrivée, la jeune fille est accueillie par la propriétaire de l'auberge, une kitsune intimidante qui observe Yuzu avec un mélange de curiosité et de scepticisme. Bien qu'elle ne semble pas impressionnée par son apparence simple et son inexpérience, elle fait confiance à Bikuni et accepte de s'occuper de Yuzu. Elle appelle donc Kiri, la responsable du personnel, pour qu'elle guide la nouvelle recrue et prenne soin d'elle. Après avoir dit au revoir à Bikuni, Yuzu ressent un léger sentiment de nostalgie, mais elle n'a pas le temps de se lamenter. Kiri l'introduit rapidement dans le rythme de travail et la présente à ses deux nouvelles collègues, la joyeuse Natsume et la sérieuse Satsuki. Après une brève rencontre, Yuzu est emmené se purifier dans le bain, une tradition essentielle à l'auberge, où Ren, une autre employée, lui fournit un élégant kimono qui servira d'uniforme. Ren, une kitsune au pelage rose et à la personnalité raffinée, assure à Yuzu qu'elle espère pouvoir travailler ensemble et ainsi devenir amies. Cependant, en réalité, Ren n'a pas l'intention de socialiser avec la nouvelle, même si elle garde une façade amicale. Avec un sourire constant, Kiri guide Yuzu jusqu'à la tour la plus haute de l'auberge et lui montre la vue impressionnante de la ville. Elle lui explique qu'après le temple, l'auberge est le deuxième point le plus élevé de la ville et que cette magnifique vue panoramique est sa récompense pour le dur travail qui l'attend. Peu après, Kiri laisse Satsuki en charge de l'entraînement de Yuzu. Bien que Satsuki ne soit pas enthousiaste à l'idée de la tâche, sa fierté l'incite à relever le défi. Elle commence par lui assigner la tâche de nettoyer les sols. Yuzu, notre héroïne, motivée par son enthousiasme, finit par frotter le sol avec trop de soin, le rendant extrêmement glissant. Cela provoque un petit accident quand l'un des clients glisse et tombe. Heureusement, Yuzu se précipite en avant pour amortir la chute et le client atterrit sur elle, évitant ainsi des blessures plus graves. Satsuki, mortifiée par l'incident, s'excuse rapidement et prend la responsabilité du client, montrant ainsi son sens du devoir. Cependant, l'invité prend la situation avec humour et assure qu'il n'y a pas de problème puisque personne n'a été blessé. Yuzu, admirative de l'engagement de Satsuki, insiste pour s'excuser aussi, mais la stricte kitsune lui explique qu'à l'auberge, l'erreur d'un employé est la responsabilité de toute l'équipe. Plus tard, le client mentionne qu'il fabrique un médicament et qu'il a besoin d'une étoile pour compléter sa formule. Yuzu, naïve mais déterminée, accepte le défi de trouver une étoile et commence à lancer des pierres vers le ciel, espérant en faire tomber une. Satsuki, surprise par l'innocence de Yuzu, observe la scène avec un mélange d'incrédulité et de mépris. Finalement, Yuzu voit une étoile tomber et le client, avec un sourire, suggère que Satsuki devrait se détendre un peu plus et profiter de la vie. En guise de remerciement, elle leur offre à toutes les deux un sac de bonbons. Après cette rencontre étrange mais touchante, Yuzu et Satsuki prennent un bain ensemble, où Satsuki fait l'éloge de la façon dont Yuzu a géré le client. La jeune kitsune, épuisée par sa longue journée de travail, répond qu'elle a appris la valeur de la responsabilité, avant de s'effondrer de fatigue. Avec un léger sourire, Satsuki emmène Yuzu dans sa chambre et lui laisse les bonbons pour qu'elle puisse reprendre des forces. Le lendemain, le client prend congé et s'en va, prêt à chercher l'étoile que Yuzu a fait tomber. Confuse, notre héroïne lui demande s'il croit vraiment qu'il va trouver une étoile, à quoi il répond qu'il ne le saura pas tant qu'il n'aura pas essayé. Cette rencontre laisse Yuzu enthousiaste et en train de réfléchir aux interactions inhabituelles mais excitantes qu'elle vivra avec les clients dans son nouveau travail. Au fil des jours, Satsuki continue d'exiger la perfection dans chaque tâche que Yuzu réalise, ce qui s'avère épuisant pour la jeune kitsune. Pour lui donner un peu de répit, Kiri décide qu'une autre employée, Sakura, s'occupe de la nouvelle. Sakura est une jeune fille calme et silencieuse, avec une aura de mystère qui l'entoure. Bien qu'elle parle à peine, Yuzu s'efforce de suivre son exemple, l'accompagnant dans toutes ses tâches. Cette journée de travail avec Sakura s'avère être une journée relaxante pour Yuzu, car la petite assistante semble passer la plupart de son temps à profiter de la nature plutôt qu'à travailler. Malgré l'inhabituel de la situation, Yuzu apprend à apprécier la beauté de son environnement et à voir le bon côté des choses,
découvrant que même les moments de loisirs peuvent être enrichissants. À la fin de la journée, Yuzu retourne dans sa chambre partagée avec Satsuki, épuisée mais satisfaite de ce qu'elle a appris. Alors qu'elle se prépare à se reposer, elle se souvient des enseignements de sa maîtresse Bikuni, qui lui disait que la véritable sagesse se trouve dans le fait de sortir dans le monde et d'expérimenter la vie dans son intégralité. Quelques jours plus tard, dans le manoir de Hanate, Kiri et Satsuki ont une conversation où la kitsune aux cheveux violets exprime son mécontentement. Kiri l'informe que Yuzu s'est déjà adaptée à ses responsabilités, donc elle n'a plus besoin de la surveiller de près. Avec cette nouvelle, Kiri suggère à Satsuki de prendre un jour de congé, ce que la jeune fille n'est pas prête à faire. Cependant, Kiri lui rappelle que peu importe combien elle travaille, cela ne la rapproche pas de ses objectifs et que le mieux qu'elle puisse faire est de prendre un repos bien mérité. Cette nuit-là, alors qu'elle prend un bain relaxant, Satsuki réfléchit à ce que Kiri lui a dit. Bien qu'elle sache qu'elle a raison, une peur profonde l'angoisse, car si elle cesse de s'occuper constamment, elle s'éloignera de quelqu'un de très important dans sa vie. Cette pensée la tourmente, mais elle essaie de la mettre de côté. Juste à ce moment-là, Yuzu apparaît avec un plateau de thé et la conversation qui s'ensuit est légère mais avec un fond mélancolique, car elles parlent toutes les deux de la rapidité avec laquelle le temps passe. Satsuki, un peu affectée par l'alcool, sent que ses mots reflètent sa propre vie. Une autre primavera est passée et elle a été trop occupée pour s'en rendre compte. Satsuki, dans un rare moment de vulnérabilité, invite Yuzu à passer la journée avec elle. Bien que l'idée lui semble étrange, elle décide de profiter de son jour de congé et de montrer un peu de la ville à l'innocente Yuzu. Le lendemain, les deux se préparent pour leur sortie, mais elles sont arrêtées par Ren, qui s'indigne de voir qu'elles sont toutes les deux habillées de manière trop simple pour une occasion si spéciale. La kitsune aux cheveux rouges les oblige à se changer et à se coiffer correctement, insistant sur le fait qu'une dame doit toujours être présentable, peu importe l'endroit ou le moment. Alors que Ren aide Yuzu à s'habiller avec un élégant kimono, elle lâche une nouvelle choquante. Satsuki prévoit de quitter le manoir de Hanate pour devenir prêtresse. Yuzu, surprise, ne sait pas comment réagir et pendant leur promenade en ville, Yuzu et Satsuki partagent des moments agréables, goûtant des plats locaux et admirant les environs. Satsuki est mal à l'aise avec Yuzu, mais sent que la kitsune lui offre une nouvelle perspective. Yuzu raconte qu'elle a toujours vécu dans les montagnes, s'occupant des gens au temple, d'où sa proximité avec les autres et son envie d'aider. Yuzu, fascinée par la ville, raconte à Satsuki qu'elle a toujours vécu dans les montagnes, s'occupant des gens dans le temple où elle a été élevée. Cela explique pourquoi Yuzu est si proche des autres et cherche toujours à aider. De son côté, Satsuki lui explique que la ville est un lieu de passage où cohabitent toutes sortes d'êtres et où il y a toujours de nouveaux visiteurs, ce qui en fait un endroit vivant mais aussi difficile. Au fur et à mesure que la journée avance, Yuzu demande à Satsuki de l'emmener au sanctuaire de la ville pour voir le célèbre cerisier et rendre hommage au dieu protecteur. Elle veut aussi découvrir l'endroit où Satsuki travaillera comme prêtresse. Cette demande surprend et agace Satsuki, car elle ne s'attendait pas à ce que Yuzu sache autant sur ses projets. Agacée, elle décide de s'éloigner un moment en disant qu'elle a besoin de se vider l'esprit et s'en va aux toilettes. Pendant ce temps, Yuzu, obéissante mais inquiète, reste à attendre au lieu convenu, mais tout à coup, elle se retrouve face à une mystérieuse femme vêtue de blanc qui flotte dans les airs. La femme lui raconte qu'elle cherche sa sœur cadette depuis plusieurs jours et qu'elle est perdue. Émue, Yuzu propose de l'aider. D'un autre côté, Satsuki croise la sœur cadette et toutes deux commencent à parler de leurs propres responsabilités. La sœur cadette, désespérée de faire fleurir le cerisier principal de la ville, utilise l'énergie de Satsuki dans une tentative d'y parvenir. Cependant, la sœur aînée apparaît juste à temps et, d'un geste plein de grâce, parvient à faire fleurir l'arbre. Quand Yuzu et Satsuki se retrouvent, Satsuki lui confie qu'une des prêtresses du sanctuaire est sa propre sœur aînée. Pour cela, Satsuki lui révèle qu'à l'origine, c'était elle qui aurait dû travailler dans le manoir avec Oganate, mais ses parents ont décidé qu'il valait mieux qu'elle devienne prêtresse et ont fait en sorte que Satsuki prenne sa place dans le manoir pendant que sa sœur devenait prêtresse Uetozanda. Malgré cela, Satsuki n'a jamais renoncé à son rêve de devenir prêtresse et promet à Yuzu qu'elle réalisera bientôt son souhait. Alors que les deux jeunes filles retournent au manoir, avec des esprits renouvelés et de nouveaux objectifs en tête, quelque chose de magique semble flotter dans l'air. Les deux mystérieuses sœurs qui avaient aidé à faire fleurir le cerisier disparaissent lentement, laissant une sensation de paix et d'harmonie. Satsuki, regardant le ciel, sent que cette rencontre était un signe, son avenir en tant que prêtresse est encore entre ses mains et Konjuzo à ses côtés pourrait être plus brillant qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Un jour, comme un autre, Natsume transporte un seau d'eau dans la cour du manoir, même si en réalité, c'est Ren qui a fait tout le travail et que son ami ne sait que bien amuser. Mais apparemment, c'est la dynamique qu'elles ont toutes les deux. Malheureusement, le jeu va trop loin et le seau d'eau finit sur la tête de la responsable qui poursuit Natsume pour la punir, ce qui provoque la honte de Ren. Ren se souvient de la première fois qu'elle a rencontré Natsume, quand elle la percevait comme une jeune femme beaucoup plus belle et raffinée qu'elle ne l'est maintenant. Les souvenirs de cette première impression la poussent à réfléchir sur la façon dont sa perception a changé au fil du temps et elle demande à Kiri de lui changer de partenaire en la mettant avec Satsuki. Mais Kiri lui répond qu'elle ne peut pas mettre les deux meilleurs employés
travailler ensemble, touchant un peu l'ego de la rousse qui lui donne raison. Kiri lui dit qu'elle pourrait la faire travailler avec Yuzu, mais au final, Ren préfère rester avec son ami. Cette nuit-là, lors d'une fête à l'auberge, Ren perd son calme quand un invité un peu trop éméché lui fait un commentaire inapproprié et essaie de l'atteindre. Kiri lui dit qu'elle pourrait la faire travailler avec Yuzu, mais au final, Ren préfère rester avec son ami. Cette nuit-là, lors d'une fête à l'auberge, Rien perd son calme quand un invité un peu trop éméché lui fait un commentaire inapproprié et essaie de l'atteindre. Nerveuse et effrayée d'avoir réagi de manière impulsive, elle panique, mais Natsume, dans un geste protecteur, intervient pour la défendre. Cet acte de bravoure rappelle à Rei pourquoi elle a été attirée par Natsume depuis le début, car elle possède une force de caractère aimable qui mérite d'être admirée. D'un autre côté, le client s'offense et exige qu'on le traite avec respect, mais la responsable rappelle que le manoir n'est pas ce genre d'établissement, donc elle l'invite à partir gentiment et, dans le cas contraire, il sera expulsé, lui et ses compagnons, pour toujours. Évidemment, comme il ne veut pas perdre sa place à l'auberge, les amis du client décident de le virer et que la nuit continue son cours. Natsume, essayant d'améliorer un peu l'ambiance, se met à danser avec les clients, accompagné de Yuzu. Ren ne comprend pas pourquoi ils font cela, mais Yuzan et Kiri lui font remarquer qu'ils le font pour elle. Après que les choses soient revenues à la normale, Natsume prend Ren dans ses bras et lui demande comment elle va, révélant que les sentiments entre elles deux sont réciproques. À la fin de leur service, les deux filles vont se coucher et Ren se remémore tout ce qui l'a fait tomber amoureuse de son amie depuis le premier instant où elle l'a vue. Le lendemain, Natsume invite Ren à aller voir un combat de sumo, mais la rousse n'a aucun intérêt pour ce sport et refuse d'y aller. Plus tard, le manoir accueille de nouveaux invités, un couple de vieux renards et leur petite fille Aoi. Apparemment, dans ce monde, quand tu es jeune, tu as l'apparence d'une belle jeune fille avec des oreilles, et au fur et à mesure que tu vieillis, tu perds tes traits humains. Aoi commence à montrer un intérêt évident pour Natsume, ce qui rend Ren jalouse. Bien qu'elle essaie de le cacher, ses sentiments d'inconfort et de solitude deviennent de plus en plus forts. Inquiète à l'idée que Natsume puisse s'intéresser à quelqu'un d'autre, Ren se sent piégée dans une spirale d'insécurité, surtout quand Aoi décide d'accompagner Natsume au combat de sumo. À la recherche d'un conseil, Ren se tourne vers Yuzu qui, dans son style habituel sincère et empathique, lui suggère d'être honnête avec ses émotions et de ne pas avoir peur d'exprimer ce qu'elle ressent vraiment. Inspirée par les mots de son ami, Ren décide d'affronter ses sentiments et de parler à Natsume. On découvre que la situation est différente. Elle s'intéresse au sumo, apprend que Natsume est un homme et décide de s'ouvrir à elle. Aujourd'hui, elle s'était approchée de Natsume uniquement par son intérêt pour apprendre sur la lutte de sumo, une passion que Natsume connaît bien. Et de plus, aujourd'hui, c'est un homme, ce que Ren ne savait pas. Soulagée, Ren se rend compte que sa jalousie n'avait pas de raison d'être et au lieu de garder ses émotions pour elle, elle décide de s'ouvrir à Natsume. Elle lui confie qu'elle s'est sentie seule et effrayée à l'idée que leur relation puisse changer, montrant une facette vulnérable qu'elle révèle rarement. Natsume, toujours compréhensive, assure à Ren qu'elle ne l'a jamais mise de côté et qu'elle apprécie profondément sa compagnie, et elle lui offre aussi un peigne. Ren remercie Yuzu pour son aide. Pendant ce temps, Aoi observe Ren et dit à Natsume que la fille aux cheveux roses est très jolie et qu'il est probable qu'elle soit tombée amoureuse d'elle, mais Natsume la ramène à la réalité et lui explique que ce ne sera pas possible, alors qu'elle s'éloigne sans donner d'autres explications. Satsuki reçoit une lettre de sa sœur qui lui dit qu'elle a été très heureuse de la voir l'autre jour et qu'elle est très contente de savoir qu'elle souhaite toujours devenir prêtresse. Cependant, Satsuki, encore hantée par des sentiments négatifs liés à son histoire familiale, ne peut s'empêcher de froisser la lettre, la laissant de côté sans même la finir de lire. Bien que son cœur soit lourd, elle préfère ne pas affronter ses souvenirs pour le moment. L'ambiance à la pension change lorsque Ren se réveille un matin avec une surprise, un œuf étrange est collé à son corps comme s'il était apparu de nulle part. La kitsune aux cheveux roses, toujours à la recherche d'un coupable, désigne immédiatement Natsume, l'accusant d'être responsable de ce phénomène inhabituel. Natsume, avec son style désinvolte, lui répond avec un sourire, lui assurant que peu importe quelle créature sortira de cet œuf, elles l'élèveront toutes les deux comme si c'était leur enfant. Satsuki, voyant que la tension monte entre les deux, intervient avec sa fermeté habituelle, leur demande de se calmer et ordonne à Ren de se reposer pendant qu'elle s'occupe de l'œuf. Les autres s'occuperont de leurs tâches à l'auberge, lui permettant de se concentrer sur son nouveau compagnon. Cependant, la situation reste déconcertante. Pendant la journée, Natsume parle avec Satsuki pour lui présenter un nouvel invité qui est arrivé à l'auberge. Ce visiteur, qui a par hasard assisté au spectacle de la fleur de cerisier, a été complètement impressionné par la grande prêtresse de l'événement. Cependant, juste au moment où Natsume s'apprête à mentionner que la prêtresse est la sœur de Satsuki, cette dernière lui donne un coup pour la faire taire. Natsume, confuse, se tourne vers Yuzu pour demander une explication, mais Yuzu, avec son sourire, répond que ce sont des problèmes de famille et qu'il ne vaut pas la peine de les comprendre. Cette nuit-là, Ren fait un rêve troublant. Dans son cauchemar, elle voit Natsume, son bien-aimé, s'éloigner vers les étoiles, la laissant seule. Étrangement, le rêve change de ton, devenant plus agréable et chaleureux. Dans son cauchemar,
Elle voit Natsume, son bien-aimé, s'éloigner d'elle pour retourner vers les étoiles, la laissant seule et inconsolable. Cependant, ce qui est étrange, c'est qu'au milieu de l'angoisse, le rêve change de ton, se transformant en quelque chose de beaucoup plus agréable et chaleureux. Ren se réveille confuse, ne comprenant pas comment son cauchemar a pu changer si soudainement. Peu après, quelque chose d'encore plus étrange se produit, car l'œuf qui est collé à Ren s'adhère maintenant à Satsuki. Cette nuit-là, Satsuki rêve de sa famille, se remémorant les moments où ses parents ont décidé que sa sœur serait celle qui suivrait le chemin de la prêtresse, tandis qu'elle a été envoyée au manoir, se sentant abandonnée et sans que personne ne prenne en compte ses véritables sentiments. Tout comme ce qui est arrivé à Ren, le rêve de Satsuki change également de manière inattendue, se transformant en une expérience réconfortante qui implique Yuzu, qui dans le rêve lui offre son réconfort et son soutien. Les cauchemars qui tourmentent les deux filles semblent se dissiper d'une manière presque magique. Le lendemain matin, Satsuki se réveille avec un sentiment de soulagement, car l'œuf mystérieux se détache enfin de son corps et, à la surprise de tous, il se casse, révélant une créature particulière ressemblant à un petit cochon qu'ils appellent Urinosu. Bien que l'apparence de la créature soit étrange, les filles commencent à soupçonner que cet être a quelque chose à voir avec la façon dont leurs cauchemars se sont transformés en rêves agréables. L'atmosphère de l'auberge est plus légère grâce à Urinosu. Satsuki reconsidère la lettre de sa sœur, prête à affronter ses sentiments. Plus tard, les filles découvrent un bébé, Shino, dont les parents ont disparu. En plein de ses pensées, Satsuki se souvient de la lettre de sa sœur. Cette fois, au lieu de l'ignorer, elle la reconsidère avec une attitude plus ouverte, commençant à accepter qu'il est peut-être temps d'affronter ses sentiments qu'elle a réprimés pendant si longtemps. Plus tard, alors que les filles poursuivent leurs tâches quotidiennes, elles tombent sur un bébé nommé Shino, dont les parents semblent avoir disparu sans laisser de traces. Inquiète pour le bien-être de la petite fille, elle décide de partir à la recherche de sa famille pour la ramener saine et sauve. Au cours de cette recherche, Yuzu croise une vieille dame qui est en train de préparer des vêtements pour l'anniversaire de sa fille. La femme lui raconte une ancienne légende selon laquelle, dans le passé, on croyait que les enfants étaient considérés comme des dieux jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 7 ans, moment où ils devenaient des humains. Intriguée par l'histoire, Yuzu retourne parler à Satsuki et ensemble, elle réalise que le bébé a disparu. Elle suppose que ses parents l'ont récupéré pendant qu'elles étaient distraites, mais alors qu'elles semblent avoir mis fin à la recherche, un problème se présente, une petite fille un peu plus âgée commence à errer dans le manoir sans que personne ne la réclame. Yuzu, en voyant sa tenue, se rend compte que la petite fille est liée à la vieille dame dont elle a parlé précédemment. Quand Satsuki soulève la petite fille pour la ramener, celle-ci se mouille, la salissant au passage, ce qui les oblige à lui donner un bain avant de la ramener. Pendant ce temps, différentes filles commencent à interagir avec les protagonistes, tandis que la vieille dame continue de coudre les vêtements de sa fille. À travers une série d'observations et de discussions, Yuzu découvre finalement que Shino n'est pas une fille ordinaire, mais une poupée qui a pris vie à cause de la profonde douleur d'un des clients qui était en deuil après la perte de sa fille. Kiri, intriguée, demande à Yuzu ce qu'elle pense de toute cette affaire. Avec sa douceur habituelle, Yuzu répond que si la vieille dame voit le monde de cette manière, elles doivent s'adapter car les clients sont leurs dieux, une réponse qui remplit de fierté leur superviseur. Plus tard, Shino, maintenant à l'adolescence, confronte Kiri en exigeant qu'on libère sa mère de la douleur qui la maintient accrochée à son illusion. Cependant, Kiri lui explique que sa mère est là de son plein gré. Shino, encore angoissée, leur dit qu'on l'oblige à vivre un mensonge. La journée avance et Shino, maintenant devenue une belle femme adulte, remercie sa mère pour tout ce qu'elle a fait pour elle et disparaît enfin, laissant derrière elle une atmosphère chargée d'émotions. SOS Veos enfin, la vieille dame en deuil dit au revoir aux filles avec un sourire apaisé, prête à retrouver sa fille. Dans l'au-delà, les filles de Konohanaté réfléchissent à la nature éphémère de la vie, des rêves et des adieux, ressentant un profond respect pour la capacité des humains à aimer et à laisser partir. Dans une maison familiale, une poupée terrifiante avait causé des ravages parmi les membres qui y vivaient. La petite créature, qui semblait inoffensive au début, a commencé à montrer un comportement inquiétant, exigeant qu'on joue avec elle. Le problème, c'est que la poupée n'était pas un objet ordinaire, mais une poupée vivante appelée Okiku. Sa présence était si perturbante que la famille ne pouvait plus supporter sa demande constante d'attention. Après plusieurs incidents, Okiku a essayé d'imposer sa volonté sur eux, les membres de la famille ont décidé de prendre une décision radicale. Ils se sont débarrassés de la poupée et l'ont confiée à un prêtre, espérant qu'il pourrait s'en occuper d'une manière qu'il ne pouvait pas. Avec le temps, Okiko a été amenée au manoir par le prêtre qui cherchait un foyer approprié pour elle. C'est là qu'Okiko a trouvé une occasion de recommencer, bien que son arrivée soit accueillie avec une étrange indifférence. Contrairement à ce qui s'est passé avec sa précédente famille, dans le manoir, aucune des filles n'est perturbée, ni même surprise, par la présence d'une poupée vivante. Et les employés de l'auberge, habitués à recevoir toutes sortes de clients étranges, prennent la situation avec un total naturel. Okiku, déconcerté, ne comprend pas l'absence de peur. Habitué à susciter la peur, curieusement, Okiku a peur quand Sakura, une fille énergique, veut lui couper les cheveux.
La poupée, en quête de place, panique face à ce changement radical d'apparence. Le plus curieux dans tout ça, c'est que la situation s'inverse, car celle qui finit par avoir peur, c'est Tokiku elle-même, lorsque Sakura, l'une des filles les plus énergiques, insiste pour lui couper les cheveux afin de la rendre plus jolie. La poupée, qui veut juste trouver sa place, panique à la proposition d'un changement aussi radical de son apparence. Sakura ne semble pas comprendre la terreur d'Okiku à l'idée d'être transformée en quelque chose de différent. Ce qui commence comme une simple suggestion finit par devenir un petit désastre. Okiku essaie de résister, mais Sakura, avec sa détermination, parvient à lui couper quelques mèches de cheveux. Heureusement, Ren intervient au bon moment pour sauver la situation. En voyant l'état dans lequel se trouve la poupée, Ren décide que la meilleure façon de résoudre le problème est de lui faire un maquillage complet. En utilisant ses compétences pour embellir la petite créature, Ren transforme Okiku de manière à ce qu'elle ait une apparence beaucoup plus amicale et moins effrayante. Finalement, Okiku finit par ressembler aux filles de l'auberge, juste dans une version plus petitée, bien sûr, sans les cernes qui distinguent les autres. Kitsune, malgré son nouveau look, Okiku continue de rêver de son passé. Dans ses rêves, la poupée se souvient de la façon dont elle a été achetée par sa famille d'autrefois. Au début, tout semblait bien se passer, mais la fille de la famille a commencé à trouver la présence d'Okiku un peu perturbante. C'est pourquoi la petite fille a décidé de ne pas jouer avec elle, ce qui a été un coup dévastateur pour la poupée. Okiku, qui ne souhaitait que être gentille et avoir quelqu'un avec qui jouer, finit par être reléguée dans un sombre débarras avec un tas d'objets vieux. De là, elle observait avec tristesse comment la petite fille préférait jouer avec des poupées plus récentes et populaires, et ce rejet constant lui brisait le cœur. Okiku demanda à la fille de jouer, mais cela tourna mal. La peur fit que la famille s'en débarrassa. Kiku fut confié au prêtre qui l'emmena au manoir. Son histoire n'est pas tragique, car Orinozuke, un petit être porcin du manoir, peut nettoyer les mauvais rêves. La peur qu'elle provoquait fit que la famille s'en débarrassa, et Kiku alla au prêtre qui l'emmena au manoir. Orinozuke, le petit être à l'apparence de cochon du manoir, peut nettoyer les mauvais rêves. Orinozuke aide Okiku à libérer son esprit des souvenirs sombres. Et malgré tout, son histoire n'est pas destinée à se terminer en tragédie, car Orinozuke, le petit être à l'apparence de cochon qui vit dans le manoir, a la capacité de nettoyer les mauvais rêves. Ainsi, Orinozuke aide Okiku à libérer son esprit des souvenirs sombres qui la hantent et peu à peu, ces souvenirs se transforment en quelque chose de beaucoup plus lumineux. Dans ses nouveaux rêves, Okiku voit les filles du manoir comme ses amies, lui montrant qu'en dépit d'un passé rempli de tristesse, elle a aussi un avenir radieux et plein de personnes qui l'aiment. Le prêtre, en voyant qu'Okiku a trouvé sa place, décide de se retirer. Kiri, toujours attentive aux besoins de l'auberge, convainc la responsable d'engager Okiku comme une servante de plus. À partir de ce moment-là, elle est placée sous la garde de Yuzu, qui se charge de l'accompagner dans ses nouvelles tâches. En étant engagée, Okiku rejoint Yuzu lors d'une visite dans un abri, où elle trouve une jeune fille complètement absorbée par son travail de tricot. La fille est tellement concentrée sur sa tâche qu'elle semble avoir oublié tout le reste. Yuzu, toujours soucieuse du bien-être des autres, se rend compte que la jeune fille a négligé sa santé et ses repas à cause de son dévouement extrême au travail. La fille est tellement concentrée sur sa tâche qu'elle semble avoir oublié tout le reste. Yuzu, toujours soucieuse du bien-être des autres, se rend compte que la jeune fille a négligé sa santé et ses repas à cause de son dévouement extrême au travail. Inquiète, Yuzu informe Kiri de la situation et Kiri, toujours analytique, promet qu'elle réfléchira à une solution car la fille est une cliente très importante. Pour l'aider, Yuzu prépare des boules de riz faciles à manger et rapides à consommer, espérant que la jeune fille acceptera la nourriture. Cependant, la fille l'ignore complètement, tellement obsédée par son tricot qu'elle ne semble pas se rendre compte de ce qui se passe autour d'elle. Alors qu'elle continue de travailler, la jeune fille explique à Yuzu que peu importe combien elle essaie, elle n'arrive jamais à être à la hauteur de ses frères et sœurs aînés, qui sont beaucoup plus talentueux et expérimentés. Ce sentiment d'infériorité rappelle à Yuzu la relation entre Satsuki et sa sœur, alors Yuzu, touché par la situation, décide de lui offrir de la compagnie, même si au début la jeune fille ne semble pas intéressée. Quand Yuzu commence à fredonner une mélodie au rythme du métier à tisser, l'attention de la jeune fille se détourne un instant et elle lui demande de continuer à chanter. Au fur et à mesure qu'elles passent plus de temps ensemble, la jeune fille finit par accepter les conseils de Yuzu et commence à comprendre l'importance de prendre soin d'elle-même. Grâce au soutien de Yuzu, la jeune fille parvient à terminer son œuvre, un tricot en forme d'arc-en-ciel qui symbolise l'espoir, l'amitié et la pluie. Cet accomplissement ne marque pas seulement l'aboutissement de son travail, mais aussi la guérison de son esprit. L'acte de tricoter, associé à la gentillesse de Yuzu, lui permet de trouver un nouveau but dans sa vie. Nous nous déplaçons maintenant un peu dans le passé et voyons comment une prêtresse trouve une petite kitsune congelée dans la neige. Cette prêtresse prend pitié de la petite et l'emmène dans son temple, où la petite sauvage commence peu à peu à gagner en confiance. Le temps passe et la prêtresse commence à s'occuper de la jeune fille et les deux établissent une relation madrilène.
Ainsi, la prêtresse décide de baptiser la Kizune Yuzu, une élève qui se sentait ignorée par ses camarades qui se moquaient d'elle. Épuisée, elle a décidé de mettre fin à ses jours et de cette manière, son fantôme a pu se venger de celle qui l'avait maltraitée. Bien que cette histoire fasse peur, ce n'est qu'un conte car ce soir, nos héroïnes se réunissent pour raconter des histoires de fantômes. Alors que la situation devient intense, Kiri décide qu'il est temps d'aller se reposer, mais soudain, un vent mystérieux éteint toutes les bougies du manoir et plonge le Konohanaté dans l'obscurité. Kiri ordonne aux filles de rallumer les lumières du manoir, donc elle les divise en paires et, bien qu'elle donne à Satsuki l'occasion d'aller se reposer, la jeune fille lui dit qu'elle ne le fera pas et qu'elle s'acquittera de ses obligations, ce qui surprend Yuzu qui ne comprend rien. Au milieu de la confusion, Yuzu découvre que Satsuki a une peur profonde des fantômes, une révélation qui la surprend étant donné le caractère fort et courageux de Satsuki. Dans d'autres circonstances, les héroïnes découvrent que Natsume a perdu la reine. Il s'avère que les deux étaient en train d'allumer les lumières quand Natsume est devenue très envahissante dans l'espace personnel de la fille aux cheveux roses, au point de presque l'embrasser, ce qui d'abord embarrasse Ren, mais ensuite, elle commence à aimer l'idée. Cependant, avant que les deux ne s'embrassent, un invité apparaît et gâche le moment, c'est à ce moment-là que Ren et Natsume se séparent. Dans un autre coin, Sakura et Okiku allument aussi les bougies, mais la poupée est plus préoccupée par la manie de Sakura de couper les cheveux que par les fantômes. Tout à coup, une autre Sakura apparaît, mais l'original ne semble pas être dérangé et continue de poursuivre la poupée. Alors qu'elles essaient de se calmer et de trouver une source de lumière, Satsuki se retrouve face à Kiri qui tente de l'embrasser, ce qui alerte la jeune fille qui lui donne un coup, ayant découvert l'identité du fantôme qui s'amuse dans le manoir. Ainsi, il est révélé que Satsuki n'a pas peur des fantômes, mais de l'obscurité, et nous découvrons un fantôme qui a causé des problèmes en se faisant passer pour d'autres membres du personnel. Le reste des filles arrivent et découvrent les deux Kiri, mais elles réalisent rapidement laquelle est la vraie lorsque la Kiri originale dit qu'il serait intéressant de lui enlever ses vêtements et de jouer avec elle, quelque chose que la vraie Kiri dirait, ce qui fait que le fantôme s'enfuit en courant. Kiri dit aux héroïnes de laisser tomber, car c'est la saison des fantômes, mais sans qu'elles s'en rendent compte, le fantôme déguisé en Satsuki attire Yuzu vers la forêt. Ce fantôme, dans l'origine, remonte à une vie marquée par la capacité de se faire des amis, à utiliser son pouvoir d'imitation pour semer le chaos. L'entité, s'identifiant aux insécurités de Satsuki, prend sa forme et s'approche de Yuzu avec l'intention de l'emmener avec elle. Cependant, alors qu'elle marche, Yuzu lui dit tranquillement qu'elle sait qu'elle n'est pas la véritable Satsuki, mais qu'elle a choisi de la suivre pour lui tenir compagnie, car elle a réalisé que le fantôme se sentait très seul. Dans un moment tendu, Yuzu, avec beaucoup de sérénité, parle au fantôme de son propre parcours vers la confiance en soi. Elle lui raconte comment, sous la guidance de Bikuni, elle a appris à s'estimer davantage et, malgré ses peurs et ses doutes, elle a trouvé le courage de rejoindre le Konohanatai. L'histoire de Yuzu, pleine de sincérité et d'acceptation de soi, touche une corde sensible dans le cœur du fantôme. Ému par les mots de Yuzu et reconnaissant la valeur de sa propre vie et de ses expériences, le fantôme décide d'entreprendre son voyage vers l'au-delà. Elle s'éloigne dans une barque solitaire et, seulement après que le fantôme soit parti, Yuzu réalise qu'il avait essayé de l'emmener à travers la Stygia, le fleuve qui sépare le monde des vivants de celui des morts. Cette expérience laisse Yuzu en train de réfléchir sur la connexion entre les vies que nous touchons et les fantômes que nous laissons derrière nous. Yuzu, Satsuki et Sakura se dirigent au festival d'été Yuaniya qui se tient en ville, tout excités à l'idée de profiter du festival et de ses traditions, comme les feux d'artifice, manger de la glace et blablabla. Yuzu est très enthousiaste à l'idée d'y aller, car ce serait la première fois qu'elle assiste à un festival. Kiri lui répond que c'est quelque chose de très agréable, qui se termine par un grand feu de joie avec tout le monde dansant autour. Kiri dit à ses employés que, comme il est très probable que les clients aillent au festival, il n'est pas nécessaire que toutes soient dans le manoir ce jour-là. Elles peuvent donc se diviser en petits groupes et y aller pendant que le reste s'occupe des tâches. Ren n'est pas très enthousiaste à l'idée de quitter le travail en milieu de journée, jusqu'à ce que Natsume lui dise qu'elle aimerait l'accompagner, ce qui la pousse à accepter. Satsuki n'est pas non plus intéressée à y aller, mais Kiri l'oblige car elle ne peut pas laisser Yuzu et Sakura se balader seuls dans la ville. Le premier groupe à sortir pour le festival est composé de Satsuki, Yuzu et Sakura, tandis que le reste au travail. Kiri, en revanche, n'a pas envie d'y aller car elle a déjà eu beaucoup de festivals dans sa jeunesse, même si elle refuse de révéler son véritable âge. Les protagonistes arrivent au festival et Yuzu est super excitée de voir tout le monde s'amuser. Avec ses amis, elle décide de faire de même, ce qui la fait se perdre momentanément. Mais ses amis la retrouvent rapidement. Satsuki explique que pendant le festival, les esprits rendent visite aux vivants et dansent au rythme des tambours. Pendant ce temps, dans le manoir, Okiku est en colère de ne pas pouvoir assister au festival, mais ses amis lui disent que c'est parce qu'elles ont peur qu'il lui arrive quelque chose, étant donné qu'elle est si fragile. Elle lui explique qu'étant nouvelle, il y a un risque qu'on l'emmène de l'autre côté, ce que la poupée ne comprend pas tout à fait. De retour au festival, Yuzu se laisse emporter par l'ambiance festive.
Steve, sans s'en rendre compte, se retrouve dans une file d'esprits qui retournent dans l'au-delà. La confusion et le brouhaha du festival la plongent dans un état de vulnérabilité et elle se retrouve bientôt entraînée par le flot des fantômes qui s'éloignent. Heureusement, l'aide arrive sous la forme du même fantôme que Yuzu avait rencontré auparavant. Ému par la gentillesse de Yuzu, le spectre décide d'intervenir pour la sauver et la ramener dans le monde des vivants. Avec son aide, Yuzu parvient à retrouver Satsuki et Sakura, soulagée et reconnaissante pour l'intervention de son sauveur spectral, se demandant si sa nouvelle amie viendra lui rendre visite l'année prochaine. Nos héroïnes retournent au manoir et c'est au tour de Ren Natsume de visiter la célébration. Bien qu'elle profite de l'événement, Ren ne peut s'empêcher de se sentir frustrée en remarquant que Natsume ne semble pas prêter attention à son apparence, ce qui contraste avec l'attention méticuleuse que Ren accorde à son propre look. L'inconfort de Ren grandit et elle commence à remettre en question son propre image et ses sentiments envers Natsume. Cependant, Natsume, avec sa perception aiguë, perçoit ce malaise chez Ren. Sachant qu'il y a quelque chose de plus profond qui affecte son amie, Natsume décide d'agir pour alléger le poids émotionnel que Ren porte avec elle. Les feux d'artifice commencent, mais Ren ne peut pas les voir à cause de la foule, alors Natsume la soulève sur ses épaules, lui rappelant qu'elle sera toujours attentive à ses besoins. Alors qu'elle profite du spectacle de feux d'artifice, Natsume s'approche de Ren et, avec un sourire sincère, lui montre son soutien et sa compréhension. Dans le manoir, Okiko observe le spectacle de lumière et se demande si l'année prochaine, elle pourra assister à ce festival. De retour chez elle, Ren décide d'arrêter de porter les sandales qui lui font mal aux pieds et de sentir le sol chaud du printemps. Natsume fait de même et les deux rentrent chez elle, main dans la main. Dans le manoir, Sakura offre à Kiri un souvenir du festival sous la forme d'un bonbon au calamar que toutes les deux partagent de très près. Rin et Natsume, de plus en plus proches, s'endorment, tandis que Satsuki trouve familière le masque que Yuzu lui a offert. Yuzu espère simplement revoir son amie. Sur la plage, une fille humaine se repose quand Yuzu la trouve. La jeune fille se réveille en sursaut et poursuit la protagoniste pour lui dire qu'elle l'a surprise, car récemment son bateau a fait naufrage et le courant l'a laissé sur la rive. Émue par l'histoire, Yuzu lui propose quelque chose à manger et la jeune fille lui répond que c'était un mensonge, qu'elle n'a jamais fait naufrage et qu'en réalité, elle est une sirène perdue. Yuzu propose de chercher ses amis et elle se dirige vers la plage, quand la queue de la protagoniste attire l'attention de l'humaine qui lui demande à quoi ça sert. Yuzu ne sait évidemment pas quoi répondre, ce qui amuse la Shikumana, qui lui avoue qu'elle n'est pas une sirène non plus, car c'était aussi un mensonge. Apparemment, la fille s'appelle Rei Matsumoto et elle se sent profondément isolée à cause de son habitude de mentir, car tout le monde, de sa famille à ses camarades de classe, la rejette. Yuzu lui répond qu'elle travaille dans un manoir et qu'elle rencontre des personnes et des êtres intéressants tous les jours, en plus d'être entourée de plein de gens qu'elle aime. À cela, Rei rétorque que c'est parce qu'elle a un travail qu'elle apprécie. Quand la protagoniste demande à la jeune fille ce qu'elle aimerait faire de son avenir, elle lui répond qu'elle aimerait dessiner, mais qu'elle n'est pas très douée et qu'elle n'aime pas l'idée d'aller à l'école tous les jours pour ensuite avoir un travail médiocre et répéter la même routine. Bien que ces mensonges semblent être un mécanisme de défense, Yuzu perçoit une sincérité sous-jacente dans ses paroles. Avec un sourire compréhensif, Yuzu rappelle à Matsumoto que parfois, les mensonges peuvent avoir une touche de plaisir et de créativité, et qu'ils ne sont pas forcément négatifs. Yuzu lui dit qu'elle ne savait pas ce qu'était l'amitié jusqu'à ce qu'elle rencontre ses amis, car tout a une première fois à un moment donné. Elle pense que beaucoup pourraient apprécier les mensonges de Rei, tout comme elle l'a fait, elle qui a un jour rencontré un naufragé et une sirène. Avec cette perspective renouvelée, Matsumoto se réveille dans son propre monde avec une nouvelle compréhension d'elle-même et des autres, révélant qu'elle vit dans le monde réel, tandis que le monde de nos protagonistes est un endroit magique où tout le monde ne peut pas être. La jeune fille est réveillée par l'une de ses camarades de classe, la timide Tanab, qui parlait rarement avec elle. Mais en voyant qu'elle avait cessé d'aller en cours, elle s'est inquiétée et l'a cherchée pour finalement la trouver sur la plage. Rei lui dit que ça va et qu'elle s'est distraite en regardant des poissons volants, ce qui fait beaucoup rire Tanab. Les deux se lèvent et rentrent chez elle, tandis que Rei raconte à sa nouvelle amie la fois où elle a voyagé dans le monde des renards. Plus tard, un garçon nommé Keto s'enfuit vers le Konohamatte après avoir appris que ses parents adoptifs prévoient de l'envoyer dans un établissement pour enfants. Satsuki le dit à Yuzu que l'enfant n'est pas du village, mais vient d'ailleurs, car parfois ils reçoivent des visites d'un autre monde, ce que Yuzu trouve possible puisqu'elle a récemment eu une expérience de ce genre. Satsuki dit à la protagoniste de ne pas s'énerver, car ces personnes vont et viennent, et c'est juste une question de temps avant que l'enfant ne retourne dans son monde. Pendant ce temps, désespéré et confus, Keto s'amuse à faire des bêtises dans le manoir, ce qui attire l'attention de Natsume, car il commençait à être lourd avec la
la pauvre Sakura, ce qui lui vaut une réprimande de la part de Yuzu. Pendant son séjour, Keto engage une conversation avec un homme qui se trouve aussi dans le manoir, mais l'enfant lui dit qu'il doit partir et disparaître, éveillant la curiosité de cet homme. Dans le monde réel, l'enfant est envoyé par ses parents dans un établissement où ils vont l'entraîner et lui trouver un foyer, mais il ne veut rien savoir et veut juste être avec ses parents. Il décide donc à nouveau de fuir vers le monde magique où il retrouve Yuzu. Pendant ce temps, l'homme mystérieux refuse de quitter le manoir, peu importe combien on lui dit qu'il est temps, car il s'est rendu compte que quelque chose lui est arrivé et qu'il est dans l'au-delà. Mais Kiri lui explique que ce n'est pas tout à fait vrai. Cet homme discute avec Keto et lui raconte sa vie, comment il a commencé comme un humble chauffeur de camionnerie, avec le temps, a gravi les échelons jusqu'à avoir sa propre entreprise, une sécurité financière et épouser la femme qu'il aimait, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose qui l'a conduit à la mansarde. Kitty lui répète qu'il est encore en vie et qu'il peut revenir auprès de sa femme, mais il lui dit qu'il sait que quelque chose est arrivé à son corps et qu'il ne serait qu'un fardeau pour sa femme et sa belle-fille. L'homme raconte à Keto que sa femme a une fille d'un mariage précédent et que, même si la relation n'a pas toujours été au beau fixe, il a fait tout son possible pour lui payer les meilleures écoles et lui offrir un bel avenir. Ainsi, convaincu par Kiri et voyant que pour une raison mystérieuse, quelque chose le relie à Keto, l'homme décide de retourner dans le monde réel où sa femme l'attend. Keto décide aussi de revenir car il a compris que son destin est d'aider les autres et avec une nouvelle perspective, il part à la recherche d'un avenir où il pourra accomplir sa mission. Un certain temps plus tard, Keto revient au Konohanaté, désormais devenu adulte. Son retour n'est pas seulement une visite, mais une occasion de partager avec tous sa nouvelle vie et sa gratitude. Il est révélé que Keto est en fait un chien qui, après avoir grandi et appris de ses expériences, travaille comme chien guide pour l'aveugle qu'il a rencontré au manoir. L'homme a appris à avancer dans sa vie accompagné de son chien et de sa famille, révélant ainsi que sa belle-fille n'est ni plus ni moins qu'un roi, devenu un artiste de livres pour enfants à succès, dont le best-seller raconte l'histoire de la façon dont il a rencontré un esprit renard sur la plage. La connexion entre Keto et l'homme aveugle établi au Konohanaté montre comment l'amour et la compréhension peuvent transformer des vies et créer des liens durables qui traversent les barrières et surmontent les obstacles. Un certain temps plus tard, Yuzu et Sakura apparaissent au manoir avec une vieille tortue sur l'épaule et Satsuki leur dit qu'elles doivent arrêter de ramasser des déchets, mais Kiri les félicite pour cette bonne idée car les tortues ne sont pas seulement délicieuses, mais aussi très faciles à cuisiner. La tortue demande aux filles de la laisser sur le sol et commence à raconter son histoire car cette tortue se reposait sur la plage quand un duo de singes a décidé de l'embêter. Heureusement, Yuzu passé par là et est venu à la défense de la créature, mais à cause de sa maladresse, elle est devenue la cible des singes qui ont commencé à l'embêter. Heureusement, Sakura apparaît aussi. Sauvetage avec la différence que la petite Kitsune ne fuit pas la violence et utilise la cloche du temple pour faire fuir les singes et sauver ses amis. Ainsi, la tortue reconnaissante leur propose un voyage vers son chez-soi, un merveilleux monde sous-marin, mais Yuzu est occupée. Ren propose d'aller la chercher car elle a toujours voulu visiter ce monde, mais la tortue lui dit que c'est un peu compliqué car elle est plus lourde que Yuzu, ce qui lui vaut la haine de Ren. Ainsi, la tortue part pour un voyage au fond de la mer avec ses invités, mais elle oublie qu'elles ne peuvent pas respirer sous l'eau, donc le voyage est suspendu jusqu'à nouvel ordre. La tortue dit à Yuzu qu'elle pourrait prendre un chemin plus long, ce qui lui permettrait de ne pas travailler pendant quelques jours et qui sait, si tout se passe bien dans la ville aquatique, elle pourrait ne jamais avoir à revenir au manoir. Satsuki écoute la conversation et s'inquiète, mais elle entend aussi Yuzu dire à la tortue qu'elle n'imagine pas sa vie loin de ses amis et de toutes les choses que les invités peuvent lui apprendre, et elle décline l'offre Zoetozanda. Finalement, les Kitsune invitent la tortue à passer la journée au manoir en tant qu'invitée, et la tortue accepte. Mais après quelques préparatifs curieux qui incluent de l'huile et du sel, elle soupçonne qu'en réalité, ils veulent la manger, alors elle s'enfuit en courant. Plus tard, une mystérieuse femme arrive au manoir et dit à Yuzu qu'elle l'attend, même sans réservation. Yuzu demande à Ren quoi faire, mais la fille aux cheveux roses se fige en voyant la femme qui se présente comme Wanami. Ren lui explique que Awanami est l'une des déesses les plus importantes. Alors elle court prévenir Kiri de son arrivée. Kiri leur dit qu'il manque de personnel puisque la chef n'est pas là, et ce sont elle et la chef qui s'occupent des clients super importants. Mais comme ce n'est pas possible, il demande à Ren de s'occuper de la déesse et à Yuzu de l'assister. Ren dit que ce n'est pas nécessaire, mais Yuzu lui répond qu'elle va l'aider car c'est son travail, et toutes les deux se préparent à s'occuper de la déesse. Les deux s'occupent de nettoyer la déesse, mais Yuzu, dans son élan pour aider, trébuche, ce qui pousse Ren à lui ordonner de se retirer. Natsume, de son côté, dit à la protagoniste de ne pas s'inquiéter car le rêve de Ren a toujours été de s'occuper elle-même d'une déesse importante. D'un autre côté, Kiri informe Satsuki qu'Awanami les a encore rendu visite sans prévenir et elle se demande ce qu'elle a en tête, alors elles disent à Okiku de faire attention. Quand la poupée leur demande quel genre de déesse
laissez-les. Kira lui répond qu'Awanami est la déesse de l'écume. Pendant ce temps, Ren frotte le dos de la déesse avec une éponge et est surprise de voir tant de bulles sortir, seulement pour entrer dans une panique totale quand la déesse explose et laisse place à des milliers de petites sorcières humanoïdes. Ren est entrée dans une panique, alors les filles décident de l'aider à récupérer les sorcières qui se sont échappées. Dans le processus, Yuzu est enfermée dans une bulle et est témoin de la création du monde par les dieux, mais elle est libérée de sa prison par Kiri, qui lui explique que la déesse est en train de renaître et qu'elles doivent récupérer toutes ses parties. Yuzu essaie d'accepter la culpabilité de ce qui s'est passé, mais Ren dit à la chef qu'elles sont toutes les deux responsables et partent à la recherche du reste des bulles. Heureusement, Natsume s'est déjà occupé de la situation. La déesse renaît à nouveau et Kiri la gronde pour avoir choisi le manoir pour un tel chaos. Yuzu lui raconte ce qu'elle a vu, mais la déesse lui fait un signe pour lui faire comprendre que c'est maintenant un secret entre elles deux. Satsuki est trop fatiguée car la nuit précédente, elle a dû travailler à un mariage. Yuzo lui recommande de manger quelque chose et d'aller se reposer, alors elle se rend à la salle des employés et mange un étrange bonbon qui était sur la table. Malheureusement, le bonbon était un médicament pour réduire la taille que l'invité vendeur de médicaments avait apporté, donc maintenant la Kitsune a la taille d'une poupée, ce qui amuse toutes ses camarades sauf Okiku, qui se sent menacée par la nouvelle poupée de la maison. L'invité promet d'apporter un médicament et Kiri dit à Satsuki de se reposer, mais la jeune têtue refuse et continue à s'occuper de ses tâches, supervisant tout. Pendant la journée, Satsuki passe son temps perché sur l'épaule de Yuzu, qui, de manière surprenante, se montre incroyablement habile dans son travail. Satsuki est agréablement surprise lorsqu'un nouvel invité arrive au manoir et que Yuzu lui fait un lavage de pieds pour qu'elle puisse se reposer. La femme qui avait voyagé à travers la montagne remercie notre protagoniste pour son attention, en plus de profiter de la magnifique vue. Dans le jardin, Satsuki demande à Yuzu comment elle a su que l'invité avait besoin d'elle, et elle lui répond qu'elle a reconnu la terre sous ses pieds comme le résultat d'un voyage à travers la montagne, car elle a emprunté le même chemin pour arriver. Satsuki est fière de voir à quel point sa protégée est devenue douée pour accomplir ses tâches, même si elle reste un peu maladroite. Cette nuit-là, les deux vont se coucher et Yuzu pleure pour son amie car elle veut qu'elle revienne à la normale. Le lendemain, Satsuki a retrouvé sa taille normale et tout le monde célèbre. En réalité, l'invité est arrivé avec l'antidote et Kiri l'a administré pendant que Satsuki dormait, mais elle a décidé de lui faire croire que c'était en fait l'affection de Yuzu qui l'a fait revenir à la normale. Quand le médicament finit par faire effet, Izatsuki retrouve sa taille normale et se retrouve face à l'arrivée de sa sœur Hiraji et la prêtresse appelle le Konohanate. Satsuki et Yuzu s'occupent des visiteuses, mais Satsuki se retrouve rapidement prise dans le comportement erratique et exigeant de Hiraji. La pression de gérer la situation, ainsi que l'inquiétude croissante que Satsuki finisse par quitter le Konohanate pour devenir prêtresse, commence à peser sur Yuzu. Au fil du temps, une demande d'un des invités amène Satsuki à participer à une danse Kagura avec Hiraji. Cet événement met en lumière les différences entre les deux sœurs et provoque une frustration chez Satsuki qui ne peut s'empêcher de se comparer à Hiraji et de sentir qu'elle n'est pas à la hauteur. Le lendemain, Hiraji se prépare à partir et c'est alors qu'un sentiment caché se révèle, car Hiraji nourrit du ressentiment. Sentant que c'était Satsuki qui avait eu l'opportunité de travailler au Konohanate à sa place, puisque ses parents ne la considéraient pas apte à avoir un travail avec des responsabilités. Tout ce qu'elle avait en sa faveur, c'était sa beauté et sa capacité à danser, donc il valait mieux qu'elle devienne prêtresse. Alors que la fille intelligente travaille dans le manoir, Hiraji révèle aussi que la raison pour laquelle elle a visité le manoir était de voir comment allait sa sœur, car elle pensait qu'il était temps de l'emmener au temple en tant que prêtresse, persuadée qu'elle était malheureuse avec son travail. Mais en voyant qu'elle est non seulement très douée dans ce qu'elle fait, mais qu'elle a aussi d'excellentes amies qui la rendent heureuse, elle préfère la laisser dans le manoir, admettant que Satsuki l'a battue. C'est déjà l'automne, un mystérieux vieillard arrive au manoir, il est accueilli par Yuzu, mais le vieil homme l'ignore car il est à la recherche d'une autre personne. La protagoniste trouve cela étrange, mais Kiri lui explique que l'homme vient chercher Sakura, qui joue dans la cour avec quelques glands. Le vieillard, qui fut autrefois un dieu de la bataille, passe son temps à divertir Sakura avec des jouets fabriqués à partir de blancs qu'il confectionne pour la jeune fille impassible. Kiri dit à Yuzu qu'elle a besoin de son aide pour Ren avec deux invités personnels de la fille aux cheveux roses. Yuzu s'imagine qu'il s'agit de femmes tout aussi belles et élégantes, mais elle est surprise de découvrir deux femmes brillantes qui sont les déesses du divertissement. Ren est fascinée, mais Yuzu ne voit pas ça d'un grand œil. Les femmes se plaignent que le monde humain ne les appelle plus comme avant, seulement pour les fêtes de fin d'année, mais elles veulent changer cela et prévoient une grande fête pour tout le monde. En revenant au dieu de la guerre, pendant qu'il joue, il exprime sa tristesse de ne pas trouver de but dans une ère de paix, se sentant obsolète dans un monde qui n'a plus besoin de ses compétences de combat. D'un autre côté, Yuzu découvre comment était le Konohanate dans le passé à travers une conversation avec
avec une femme âgée que les dieux traitent comme l'une des leurs. Le lendemain, le dieu de la guerre poursuit son voyage et les déesses du divertissement s'endorment. Kiri discute avec la mystérieuse femme et Yuzu lui demande si c'est une déesse, mais cette femme s'avère être Okami, la renarde en forme humaine, quelque chose que la protagoniste n'avait jamais vu jusqu'à présent. Plus tard, Okiku se sent ignorée par toutes les filles, car elles sont trop occupées avec les préparatifs d'une prochaine réunion de dieux. Elle décide donc d'aller en ville avec Orinozuki, personne ne remarquera son désespoir. Le cochon qui est devenu son meilleur ami est le fier d'estrier la compagne pour veiller sur elle. Dans la ville, Okiku trouve une poupée abandonnée nommée Lily et décide de la ramener au Konohanatai, espérant que quelqu'un pourra la réparer. Mais les résidents sont trop occupés pour s'en soucier. Lily, voyant qu'Okiku est restée belle car jamais jouée, se sent désolée et décide de quitter Konohanatai, retournant dans le monde humain. Elle parle ensuite avec Ren, qui s'excuse de l'ignorer à cause des clients et lui offre un kimono pour le nouvel an. Okiku la remercie, bien qu'elle n'aime pas être appelée ainsi, car Okiku désigne des esprits vengeurs dans le monde réel. Elle discute avec Ren, qui s'excuse de ne pas lui avoir prêté attention à cause du nombre de clients et lui offre un kimono pour célébrer le nouvel an. Okiku la remercie, même si elle est toujours contre le fait qu'on l'appelle ainsi, car Okiku désigne les esprits vengeurs dans le monde réel. Lily est finalement retrouvée par sa propriétaire d'origine, qui, malgré le fait d'être une femme adulte, n'a jamais cessé de l'aimer et la cherche dans les poubelles où sa mère l'a accidentellement jetée. La jeune fille récupère sa poupée et Lily est ravie d'être dans les bras de sa meilleure amie. Alors qu'elle nettoie la chambre d'Okami, Yuzu trouve un ancien parchemin des Kenzoku. Sans y prêter trop attention, elle le laisse tomber accidentellement, ce qui l'amène à être transportée dans une autre dimension. Dans ce nouveau monde, une jeune fille nommée Tsubaki confond Yuzu avec l'une de ses collègues et l'entraîne dans un sanctuaire où les Kenzoku travaillent pour exaucer les souhaits de ceux qui prient à cet endroit. Alors que Yuzu s'enfonce dans ce monde inconnu, elle découvre qu'elle est arrivée dans un endroit où les désirs des gens, qu'ils soient malveillants ou bienveillants, deviennent réalité. Bien qu'elle se sente initialement perdue et désespérée de retourner dans son propre monde, elle décide de collaborer malgré sa situation. Son désir de rentrer chez elle est particulièrement fort et Tsubaki, en apprenant sa situation, décide de faire tout son possible pour l'aider. Finalement, Tsubaki parvient à ouvrir le parchemin que Yuzu avait apporté avec elle, ce qui accorde à Yuzu le pouvoir de rentrer chez elle en toute sécurité. Cette révélation marque un moment de soulagement et de gratitude pour Yuzu, qui retourne au Uenate avec une nouvelle appréciation pour le travail que les Kansoku accomplissent et les sacrifices qu'ils font. Dans un retournement surprenant, il est révélé que Tsubaki n'était autre qu'Okami dans sa jeunesse. Les actions de Yuzu ont non seulement aidé Tsubaki à réaliser son souhait d'aider les autres, mais ont également joué un rôle crucial dans la création du Konohanatai. La connexion entre Yuzu et Okami devient claire, montrant comment les événements du passé et du présent sont intrinsèquement liés et comment les décisions de Yuzu ont contribué à la formation du sanctuaire qu'elle considère maintenant comme son foyer. Je n'ai pas l'habitude de laisser un message à la fin, mais j'espère que cette vidéo t'a plu.